En choisissant de remettre des barrières douanières pour 4000 milliards de dollars de produits et services importés annuellement, les États-Unis semblent tourner le dos à 80 ans de mondialisation et de délocalisation. Pour le marché international du jeu vidéo, les conséquences peuvent être importantes entre les consoles et hardware produits en Asie de l'Est et du Sud-Est, et surtout, plus globalement, les coûts de développement. Essayons de voir quelles peuvent être les conséquences dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo, mais pas uniquement. Si on regarde le monde d'aujourd'hui, on voit des firmes transnationales implantées dans des dizaines de pays, des productions délocalisées principalement en Asie de l'Est et du Sud-Est depuis la fin du XXe siècle, un trafic maritime intense et des échanges de biens et de services en constante augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation mondiale du commerce évalue ainsi cette augmentation à 4400% entre 1945 et 2023, avec un nouveau record de 33 000 milliards de dollars en 2024. Ce monde du commerce international a été favorisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par un processus de mondialisation, appuyé par des organismes internationaux et des baisses de barrières douanières. Ces organismes internationaux, comme le FMI, la Banque mondiale ou encore les accords du GATT, devenus en 1995 l'Organisation mondiale du commerce, sont fondés par les Américains. Sortant gagnants de la Seconde Guerre mondiale et avec une industrie extrêmement compétitive, les Américains ont alors tout intérêt à favoriser la baisse des droits de douane pour irriguer le marché international. Les droits de douane font partie de ce monde. Ils sont baissés par des accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux, au sein du marché unique européen et accompagnent la baisse drastique des coûts de transport grâce à la révolution maritime des porte-conteneurs, ce qui réduit le nombre de variables à prendre en compte pour comparer deux produits identiques réalisés dans deux pays différents. Les coûts du travail, les coûts sociaux ou encore les coûts environnementaux expliquent désormais bien mieux les différences de prix. C'est pourquoi une très grande partie des biens de consommation que nous utilisons est produit en Asie depuis plus de 40 ans, ces pays ayant fait de la mondialisation un moteur de croissance économique. Explique encore pourquoi les iPhones sont produits en Chine et au Vietnam et les semi-conducteurs à Taïwan. Les multiples délocalisations ont permis pour les firmes transnationales d'économiser des coûts importants, baissant le prix pour les consommateurs. Cela ne fait pas non plus de ce système économique le meilleur de tous. Les secteurs industriels des pays les plus développés sont fragilisés et ne peuvent désormais plus produire des biens de consommation courants en cas de crise, comme l'a prouvé la pandémie de Covid-19 sur les masques et les vaccins. Certains produits de grandes marques sont réalisés dans des conditions de travail désastreuses pour baisser au maximum le coût du travail, et certains pays pratiquent l'espionnage industriel et technologique en profitant des délocalisations, participant à une compétition économique et technologique internationale sous des apparences d'échanges économiques sains. Dans tous les cas, ce que Donald Trump a surnommé le Liberation Day a rebattu violemment l'ensemble des cartes du commerce international. Les États-Unis, soit les premiers importateurs mondiaux de biens, ont ainsi décidé unilatéralement d'augmenter les droits de douane pour les biens venant de pratiquement tous les pays du monde de 10 à 50%. L'objectif est de rendre l'achat de produits étrangers sur le marché américain plus cher pour favoriser les achats de produits réalisés sur le territoire national états-unien qui auront désormais un prix plus compétitif, ou encore d'attirer les entreprises étrangères pour produire américain. Mais cela n'est pas magique. Vu que cela s'applique à tous les secteurs plutôt qu'à des secteurs spécifiques, comme en 2018 avec l'aluminium et l'acier, les États-Unis devraient, pour s'en sortir correctement, tout fabriquer sur place. Ce qui est très loin d'être le cas face à la pléthore de biens existants, surtout après 80 ans de délocalisation. De même, les projets d'investissement nécessitent du temps et de l'argent. D'autres commentateurs rappellent la méthode Trump, consistant à sidérer pour ensuite négocier. Dans cette stratégie, les États-Unis menacent, puis vont négocier un à un avec les pays, transformant le commerce international en commerce bilatéral pour instaurer un plus grand contrôle et des accords plus avantageux. Pour l'instant, je ne sais pas encore dans quelle direction nous allons, c'est-à-dire soit une guerre commerciale tout azimut, soit un nouveau système commercial basé sur des dizaines de deals bilatéraux et régionaux. Comme vous le savez, le marché du jeu vidéo est également un marché international. Les principales consoles de jeux, comme les PlayStation et Switch japonaises et les Xbox américaines, sont ainsi fabriquées en Chine, par le truchement d'entreprises comme les Taïwanais de Foxconn. Pour le reste du hardware, c'est globalement la même chose, avec par exemple les puces électroniques des processeurs et cartes graphiques, fabriquées essentiellement à Taïwan via la plus grande entreprise du genre, TSMC, ou encore en Corée du Sud. La dépendance du hardware vis-à-vis de l'Asie n'est pas une nouveauté. Nous l'avions déjà vu pendant le Covid via les difficultés d'approvisionnement en matériel électronique,
d'où des plans de réindustrialisation pour les puces électroniques aux États-Unis ou en Europe. Si les entreprises de hardware ont donc plus de mal à vendre chez le deuxième consommateur mondial de jeux vidéo, elles risquent d'être davantage en difficulté, devant trouver d'autres marchés pour compenser ou augmenter les prix sous peine de décliner. Cela peut leur mettre en difficulté les équipes de développement à travers le monde qui ont besoin de matériel pour fonctionner, ce qui risque d'augmenter également les coûts de développement. Et comme nous l'avons vu dans la crise actuelle du jeu vidéo, dans un monde où les éditeurs sont en plus frileux, cela peut se conclure par des softs plus génériques, moins marquants, sans prise de risque et vendus plus cher, garantissant un accueil glacial. Pire, face à un marché américain qui paierait tout plus cher, donc à voir si cela impacterait aussi le marché des jeux-services et des jeux achetés par voie numérique, cela limiterait également les débouchés des jeux, avec des Américains consommant moins de jeux vidéo. Dans ce cas, on peut facilement imaginer que le public états-unien pourrait alors se rabattre sur de grandes licences bien connues, au détriment de toutes les autres, participant ainsi à la crise du jeu vidéo. Il est bien loin le temps de l'investissement pendant la pandémie de Covid-19. Élu sur un programme anti-wokiste qui purge désormais pour ce motif l'administration fédérale, les universités et la culture de manière éhontée, sur un programme protectionniste appliquant à la lettre les droits de douane, et sur une vision internationale privilégiant le rapport de force au détriment de la diplomatie, Donald Trump applique rigoureusement son programme. Et cela aura des conséquences économiques, culturelles, politiques et diplomatiques internationales qui nous touchent déjà, et nous touchera davantage dans une future éventuelle crise économique. De manière plus anecdotique, cela aura aussi des conséquences importantes sur le marché du jeu vidéo. Mais au-delà de ce pessimisme du quotidien, en attendant la suite, qui peut déjà impacter prochainement les réseaux sociaux, YouTube, même les services internet, qui restent globalement des produits américains, soft power oblige, à notre échelle, rien ne sert de s'angoisser pour une situation qui dépasse largement le cadre de l'individualité. Alors keep calm and play video games, tant qu'on peut encore se distraire et vivre tranquillement nos vies.